Yvan, je te remercie de m'accueillir chez toi à Néron, Bonjour et bienvenue à Néron. dans l'usine Nobel Sport Tunet, une usine qui a une quarantaine d'années, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, elle a été construite, je crois, en 1973. Alors, elle appartient maintenant à Nobel Sport, qui fait partie du groupe Sophie Sport. Mais auparavant, donc, l'usine a été construite par La Rivière, avec un groupement d'armuriers qui s'appelait Armunitz, hein, qui ont voulu faire leur propre fabrication de douilles et de cartouches. Et ils ont ensuite été revendus à la SNPE. Donc la SNPE, c'était la Société nationale de poudre et explosifs, qui ensuite est devenue Nobel Sport pour la partie vraiment sport civil, donc à la fois la chasse et le de Baltrap. Et ensuite, après l'explosion de Toulouse, de AZF, même si c'était pas complètement libre, on avait une usine à côté. Donc la SNPE a décidé de se séparer de sa branche sport. Et donc le groupe Chédid, qui était un groupe concurrent, a racheté Nobel Sport en faisant le groupe Sophie Sport, et qui est maintenant un des leaders mondiaux, le leader européen, c'est sûr, de tout ce qui est cartouches de chasse et de tir. Parce que du coup, la particularité, c'est que vous intégrez la création de poudre en pont de buis, après chez Edic, les étuis, les amorces, toi, la fabrication de cartouches, vous avez vraiment toutes les, Voilà, alors toutes les étapes de fabrication. on a plusieurs usines d'encartouchage, mais la spécificité du groupe, c'est vraiment d'intégrer tout, de maîtriser la cartouche de A à Z. Et donc, la poudre qui est faite à Pont-de-Buis, dans l'usine de Nobel Sport qui date de 1686, qui était la poudrerie du roi, et qui ensuite a traversé les années en changeant de main, donc SNPE, qui est devenue Nobel Sport, et maintenant Sophie Sport. Donc l'usine de poudre de Pont-de-Buis est la plus importante usine de poudre pour les cartouches de shot shell, c'est-à-dire bimatière, avec des cartouches grenaille. D'accord. Alors là, pour revenir sur cette usine d'Anéron, on la lie à FOB aussi, parce qu'il y a une histoire, FOB. Oui, tout à fait. Alors au début, c'était une usine, je crois que c'était Viry, ensuite c'était FOB, et ensuite on a fusionné les deux usines entre Tunet, qui était basée à Toulouse, qui a été rapatriée ici pour consolider, sachant que les volumes de cartouches de chasse au cours des années ont fortement chuté, puisqu'avant il y a beaucoup plus de chasseurs et beaucoup plus de chasseurs de petits gibiers. Là, il reste moins de chasseurs et il y a beaucoup de chasseurs qui sont partis vers le grand gibier. Et donc, les cartouches de chasse qui faisaient la force et la richesse de la chasse, enfin, de l'industrie française, a baissé. Donc, c'est pour ça qu'on a dû se consolider et on forme maintenant un seul et même groupe entre le groupe Chédid, le groupe Nobel Sport, sous l'égide de Sophie Sport. Et on a pu rester bénéficiaire et surtout existant dans un marché qui est quand même très très difficile. Et c'est pour ça que tous les petits encartoucheurs, qui existent encore un petit peu en Italie, mais ont progressivement disparu de France parce que le marché est trop difficile. Le prix des cartouches de chasse, à franc constant, euro constant, entre il y a 40 ans et maintenant, est plus ou moins le même. C'est-à-dire que avant, c'est Gérard Genton qui me disait ça, il fallait presque une heure de travail pour s'acheter une boîte de cartouches de 10. Voilà. Et alors que maintenant, une cartouche de tir, ça coûte 20 centimes. Voilà, donc les prix ont été de plus en plus compétitifs, le marché a baissé, enfin le marché de la chasse, le marché du tir est resté plus ou moins constant, sauf que les prix sont tellement compétitifs en tir qu'on ne fait aucune marge, et donc on taille vraiment pour garder les machines en pleine activité. D'où c'est une TP, par exemple, le fait de se diversifier, de créer des gammes spécifiques un petit peu plus premium.
Alors oui, mais ça a toujours été la spécificité du marché français. Le marché américain ou les marchés étrangers, le marché espagnol est beaucoup plus basique. Ils vendent énormément de 32 grammes, ils vendent peu de 36 grammes. Nous, en France, on vend beaucoup de 36 grammes, on vend beaucoup de 32 grammes, on vend des 30 grammes, des 28 grammes, on vend des ARX, on vend des spéciales pigeons, des spéciales bécasses, des duos bécasses. Donc on a une très large gamme. Et en plus, l'autre spécificité du marché français, c'est que tous nos armuriers veulent être tranquilles chez eux, veulent avoir leur propre chargement, leur propre couleur de douille. Et donc on fait à façon pour une multitude d'armuriers. Et ça représente à peu près 50% des ventes en France. Ok. Écoute, je te propose, c'est que maintenant, on va voir un petit peu comment on les fabrique, ces cartouches, et que tu nous expliques un petit peu comment fonctionne l'usine. Très bien. Allez, allons visiter l'usine. Donc là, on arrive à l'atelier de sérigraphie. Donc c'est pour toutes nos cartouches haut de gamme. On va les imprimer complètement séparément avec un système d'impression qui est beaucoup plus sophistiqué, où il y a un arc électrique qui va chauffer le plastique pour que l'impression en sérigraphie puisse bien s'imprégner sur le plastique. Et quand ça va sécher dans le tunnel de séchage, là, ça aura eu le temps de bien s'imprégner. Voilà. Et on est capable, alors là c'est quoi? C'est de l'encre qu'on a sous les yeux? Ouais, c'est de l'encre spécifique avec un film. Voilà, alors bien sûr, les productivités sont moindres, donc c'est vraiment pour les cartouches haut de gamme. Ouais. Mais ça nous permet d'avoir des cartouches beaucoup mieux imprimées, beaucoup plus fins. Alors François, qui est notre spécialiste de la sérigraphie, a même inventé un système pour pouvoir imprimer à la fois sur le plastique et sur le culot, notamment pour le tunnel de première, où on utilise donc un bac à deux segments, avec une encre spéciale pour le plastique et une encre acrylique pour le métal. D'accord, ok. Voilà, donc ce qui fait que on est capable de faire des impressions beaucoup plus fines, plus chargées qu'avec la flexographie. Voilà, et puis faire des séries spéciales comme pour feu notre ami Olivier Dassault, voilà, où on avait son impression. Olivier Dassault avait droit à sa propre cartouche. Voilà. Et puis carton. Voilà, et donc on est capable sur FOB par exemple d'avoir des impressions très fines, où on est capable donc d'imprimer une bécasse avec plein de petits détails. D'accord. Voilà, alors ceci dit, c'est une rupture de chaîne, hein, puisque c'est pas la suite. Donc ça crée beaucoup plus de travail, moins de productivité. Mais voilà, c'est pour les cartouches haut de gamme, parce qu'il faut qu'on puisse faire des cartouches de tout venant en très grosse quantité. Et aussi avoir des cartouches comme des FOB ou des tunnels de première qui sont très haut de gamme. Tout à fait. Donc voilà, là, je voulais vous juste montrer sur les tunnels de première. Donc on arrive à imprimer sur le carton et avec une autre encre sur le culot. Alors là on voit peut-être pas très bien, mais sur les hauts vols, là vous voyez donc un culot noir. Et donc on arrivait à imprimer tunnel de première sur le culot noir avec une encre différente de celle du plastique. Ça rajoute combien en termes de pourcentage sur le prix d'une cartouche, à peu près? Le coût... si tu l'as estimé, je sais pas. Hein. Oui, si, en coût direct, c'est 15 € du mille, donc ça va sortir à... Sur ça rajoute 4 € le carton, quand même, de 150, ouais. Donc, ouais, c'est un petit pourcentage, mais c'est un pourcentage quand même. Quoi. Voilà, mais quand on veut faire des belles cartouches, voilà, il y en a qui prennent plaisir à avoir des beaux fusils, il y en a qui prennent plaisir à avoir des très belles cartouches. Ok, bon, on continue la visite. Ok, très bien. Donc tu as vu la production de douille qui est en amont de la chaîne. Et là, donc, on arrive au début de la ligne de production
pour l'encartouchage, donc les fabrications de cartouches. Donc là, c'est le plomb qui arrive de différents endroits, de notre usine en Italie ou de différents pays, Turquie, Donc ça, c'est le stockage du plomb. Espagne. Plomb Voilà, entier, et donc on va transférer le plomb qui arrive en big bag dans les bacs en métal, voilà, et on va récupérer tout le plomb qui peut se perdre. Et ensuite, donc on garde les différents numéros de plomb prêts à l'utilisation et on va les mettre dans la coursive qui est au même niveau de la poudre. Donc la poudre, elle vient de notre usine de Pont-de-Buis en Bretagne. Ouais. Et elle est connue pour être la plus grosse société de production de poudre pour les cartouches. La simple base, hein, c'est ça là-bas. Voilà, alors c'est pour de la simple base. Donc ça, c'est nos... Donc on a des stockages de poudre qui sont bien sûr très sécurisés. Donc ça, c'est des bidons de poudre. Voilà, ça c'est des bidons de poudre et de simple base. Donc quelle est la différence entre la poudre simple base et la double base? Alors la simple base est faite avec de la nitrocellulose, voilà, et qui ensuite va être malaxée et coupée en différents grains selon la balistique qu'on va avoir. La double base, c'est de la nitrocellulose qui va être mélangée avec de la nitroglycérine, donc qui est beaucoup plus dangereuse à la production et au transport. Et la simple base, nous on a opté pour la simple base, notamment parce que pour le tir c'est beaucoup plus souple et ça laisse les canons beaucoup plus propres. Okay. Voilà, et beaucoup de tireurs et de chasseurs sont vraiment très attachés au fait qu'il y ait moins de recul, que ce soit moins sec et les canons soient plus propres. En Europe, c'est surtout ça qu'on va trouver, hein, les cartouches à grenaille. À 90%, 95%, ça va être de la simple base. Okay. L'avantage de la double base, c'est qu'elle est moins soumise aux variations d'humidité, donc notamment dans les pays froids, humides, okay. Quand on va au Canada, etc. Là, on a besoin de plus de simple base parce que quand on chasse le canard, les cartouches sont beaucoup plus soumises à l'humidité. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, on est dans la coursive, on va pas passer beaucoup de temps là parce que c'est un endroit qui est très protégé. Voilà, donc là vous avez ce qu'on appelle la coursive, où vous avez tous les tunnels et toutes les cheminées, où va être placer la poudre, donc dans des trémies. Okay. Là vous avez le plomb qui va descendre par gravité, la poudre qui va descendre par gravité. Voilà, et si jamais il y avait une explosion, donc il y a des cheminées qui font que voilà, le souffle en hauteur plutôt que sur voilà, pas partir en hauteur. Donc là, pour que les gens comprennent, la poudre et le plomb à niveau 1 et ça va tomber au niveau 0 voilà. Pour alimenter les cartouches qu'on va voir juste en dessous. Quoi. On va pas rester trop longtemps ici parce qu'on n'aime pas trop montrer et avoir des appareils électroniques dans cette zone-là. Donc nos machines à grande vitesse qui sont faites pour les longues séries. Pour les grandes séries. Et donc, on fait ça pour les États-Unis, pour le tir en France, pour nos gros clients export, pour les gros clients français. Voilà, donc c'est les séries qui vont... On ne peut pas se permettre avec des machines comme ça de changer tout le temps de plomb. J'imagine que le réglage doit être très compliqué à chaque fois entre chaque cartouche, quoi. Voilà, donc une machine comme ça va produire à elle seule pendant les 3-8 à peu près 80 000 cartouches par type. Donc là tu as la douille qui tombe, ensuite il va y avoir le fraisage de la douille pour la mettre à la bonne dimension, pour avoir un bon sertissage. Ensuite la poudre qui va tomber, qui va être enfoncée vraiment dans le fond de la douille. Donc là c'est la poudre, là ensuite là, on a le tassage de la poudre. Ensuite donc les bourres qui sont placés 2 par 2. Donc là c'est voilà. les bourres jupes.
c'est des bourges des bourges grasses, c'est un autre appareil forcément. Enfin, un autre appareil, on peut le mettre là-dessus aussi, voilà. Et donc l'appareil, on va enfoncer la bourre à la bonne hauteur. Ouais. Ensuite, ça va être, là c'est du gros plomb pour la fric, donc ça va être le dosage du plomb. Voilà. C'est dosé comment? C'est un poids, j'imagine? C'est un poids, exactement. Et ensuite, pré-sertissage, sertissage, et ensuite lissage pour que la douille soit belle. Et en fait, on voit que au niveau du sertissage, c'est plusieurs outils qui viennent à la suite, Voilà. qui préforment en fait le Parce que sertissage. d'abord, tu vas d'abord l'élargir. Ensuite, tu vas faire un premier cramping, ce qu'on dit en anglais. Donc, un premier pré-sertissage. Ok. Après, tu le sertis. Là, c'est du 6 plis. Et là, ça doit être du 8 plis, je pense. D'accord. Alors ensuite, la cartouche, ça va où? Elle tombe? Donc, la cartouche, ensuite, va tomber dans les tubes. Voilà, ils vont aller dans le tunnel. Donc, allez, on va descendre juste pour faire la continuité. Les cartouches que vous avez vues être produites par la machine arrivent par des tubes et elles vont être imprimées. Voilà, alors là c'est la flexographie, donc c'est l'impression rapide, qui est moins sophistiquée que la sérigraphie, mais qui est beaucoup plus rapide et qui donne malgré tout des bons résultats. Et donc, si vous venez par là, donc voilà, là vous avez l'impression qui est très rapide. Là, un temps de séchage et ensuite ça va rentrer dans les boîtes. Alors ça c'est des boîtes qui partent au Cameroun. D'accord. Il y a combien de pourcentage du chiffre d'affaires qui va à l'export Bon, en ce moment c'est un bon 60-70%, mais normalement c'est 50-50. Un peu. Même ça, J'imagine qu'il y a un vrai savoir-faire, notamment au niveau de l'encartissage. On ne forme pas un technicien en une journée, quoi. C'est vraiment... Alors on les forme bien sûr sur la production, mais aussi sur la sécurité. Voilà, donc dès qu'il y a un nouvel intérimaire ou un nouvel arrivant nous rejoint, on lui montre un film sur la sécurité, sur les dangers, la poudre qui s'enflamme, etc. Donc là, cette partie n'est pas trop dangereuse, elle est plus dangereuse sur un peu plus en amont sur les. Voilà. Donc là, c'est les boîtes qui sont mises automatiquement, qui vont entrer dans les cartons automatiquement. Donc la machine préforme le carton. Ouais. Et donc elle va pousser ensuite les cartons. On a nos 10 boîtes de 25 qui rentrent dedans. Voilà, et ensuite ça va être plié. Et on va suivre son parcours. Voilà, scotché. Elles vont tomber dans le convoyeur. Relu avec un code barre ici et il va aller se placer dans l'entrée du palettiseur. Donc le carton a été lu par son code barre et donc le palettiseur va le prendre avec un système de ventouse et le placer sur la palette bien rangée, voilà, avec des différentes tailles de palettes pour l'export, pour la France. Alors après, comment est-ce qu'on retire les palettes? Ça se lève et ça s'ouvre. Ça se lève et ça c'est le système de sécurité. Et donc elles vont repartir sur l'extérieur dans les camions. D'accord. Il y a une zone sous les stocks, c'est pas expédié immédiatement, il y a une grosse zone de stockage forcément. En ce moment oui, il y a une zone de stockage, mais en ce moment c'est quasiment du flux tendu. C'est pratiquement du flux tendu, donc ça part directement dans les containers. D'accord, ok. Voilà, donc
Alors là, c'est la partie donc automatisée Ouais. de l'usine. Donc c'est la partie automatisée où il y a beaucoup de... On a très peu de personnes, alors que sur la partie centrale et la partie sud, qu'on appelle, c'est pour les petites séries ou pour les produits plus sophistiqués comme les chevrotines ou les balles. D'accord. Et donc là, bien sûr, c'est beaucoup plus manuel. Donc bien sûr, ça c'est les approvisionnements donc de bourre et de douille. Donc ça, c'est ce qui alimente les encartoucheuses. Et c'est ce qu'on a vu au début, Alors, au début de la vidéo. En haut, il y a le plomb et la poudre qui descendent par gravité. Et là, on va faire remonter les douilles et les bourres. Alors on voit, elles sont pas toutes pareilles là. Ouais, donc ça c'est des machines beaucoup plus modernes. Voilà. Ça c'est des machines plus vieilles et qu'on va changer progressivement. 1987, c'est ça? Ouais, mais bien rénové quand même. Ça c'est les fameuses cartouches de balles caoutchouc qu'on fait pour l'armée. D'accord. Voilà. Et toute cette partie-là, ça va être beaucoup plus lent. Mais pourtant, c'est des machines assez modernes. Et parce que on va... ça, c'est pour des balles Brenneck. On charge pour Brenneck. Voilà. Et puis, sur cette partie-là... Bonjour. Là, c'est des cartouches de chevrotine pour les États-Unis. Donc, c'est pas en boîte de 5, donc c'est très manuel. C'est très long à charger. Donc là, en fait, c'est vraiment les très très petites séries. Hein. Alors là, c'est une très très grande série là. D'accord. mais par contre, c'est beaucoup de travail. D'accord. Parce qu'il que demande plus d'intervention. Voilà, en fait. parce que ils demandent donc des cartouches de chevrotine qui ont un buffer en plastique pour que ce soit bien tenu, pour que les plombs ne bougent pas. Et donc ça demande beaucoup de travail. Et, alors, voilà. Et ensuite, donc ils demandent des boîtes de 5 qui vont faire que l'emboîtage va être très très long. Ouais, ok. Alors que bien sûr dans les boîtes de 25 que tu as vu là-bas, pour des très grosses séries aussi, bah, tout se fait automatiquement. Mais en boîte de 5, on n'a pas d'encartouchage parce que là c'est une commande assez spéciale. Mais voilà, donc c'est Là, on a vraiment... gros plomb là. c'est vraiment de la chevrotine. Vous allez voir la chevrotine. Ok, Yvan. Donc c'est aussi ça la force de Tunet, hein, c'est de à la fois pouvoir produire de la très très grande série, mais aussi faire du spécifique. Voilà, alors c'est vrai, c'est vraiment la spécificité du marché français où... Tunet, c'est Nobel Sport. Hein. Oui, Nobel Sport, mais c'est vraiment la spécificité du marché français où on a à la fois des grandes séries, mais aussi plein de petites séries. Alors nous, on va jusqu'à 3000 cartouches par numéro de plomb, par modèle. Et donc, à la fois pour nos cartouches très spécifiques comme des ARX ou des Bécasses, ou des cartouches à firme, on fait pratiquement la moitié des quantités vendues en France, on fait à firme pour nos armuriers qui veulent avoir leur propre marque, comme ça ils ne sont pas embêtés par les autres. 50% des munitions vendues en France sont des marques d'armuriers ou de distributeurs. À firme, voilà. Okay, ça va. 50%, donc ça demande beaucoup de travail. Ça fait des changements. Vous avez vu pas mal de machines arrêtées. Pourquoi? Parce qu'on est en train de changer soit le chargement, soit la boîte, le plomb. Voilà. Donc chaque fois, c'est beaucoup de changements et c'est pour ça qu'on a mis le minimum maintenant à 3000. Avant, c'était 1500, 3000. Et honnêtement, à 3000, c'est pas très rentable. C'est pas très rentable, mais voilà, on offre du service. Il faut faire la mise en forme, enfin, la sérigraphie, enfin le design de l'étui, paramétrer les machines, faire le pont entre l'armurier et vous, machin, les allers-retours, produire. C'est vrai que c'est un travail, c'est un travail énorme. Sur cette usine, on a 4000 références. Vous êtes combien à travailler dans l'usine? Alors en saison basse, on est à peu près 25 et en saison haute, on va rentrer dans la saison haute, on sera une cinquantaine au moins. Ouais. Là, on travaille en 3-8 permanent
Mais pour le moment, on travaille beaucoup sur les grandes séries en 3/8 et en 2/8 pour cette partie-là. Donc il fait à la fois les balles et les chevrotines parce qu'on a énormément de demandes en ce moment. Vous êtes en 3/8 parce qu'il y a une grosse demande ou c'est tout le temps en 3/8 Alors tous les ans, c'est en 3/8 sur certaines périodes de l'année. Okay. Cette année, c'est un peu particulier avec le marché scandinave et le marché américain qui sont vraiment en explosion. Et donc du coup, là, on est en 3/8 depuis le début de l'année. Okay. Donc là, on arrive vraiment en aval de la chaîne, c'est-à-dire l'entreposage. Donc ça, c'est uniquement le stock FOB qui est encore assez vide parce qu'on n'a pas encore rempli toutes les racks pour la chasse. Donc tout ce qui est export, c'est dans notre entreposage. Tout ce qui est chez Tunette part à Mondozil, à côté de Toulouse. Voilà, et là, c'est vraiment le stockage FOB, donc avec quelques mille références quand on prend les clients FOB particuliers, plus FOB, plus avec tous les numéros. En fait, ce que tu m'expliquais, c'est que le stock n'est pas représentatif de ta capacité de production, dans le sens où en ce moment, c'est du flux tendu. Et finalement, dès qu'elles sont produites, les cartouches, voilà, partent dans les camions. On les met directement dans un container. Et puis Tunette, c'est quand même aussi stocké à Mondozil. Voilà. Voilà. Et donc, il y a des camions qui partent donc, sur Toulouse, d'autres qui partent directement sur les containers pour l'export. Voilà, et donc ça, c'est vraiment, là, on est un petit peu en avant-saison de chasse. Donc, on va commencer vraiment à produire la chasse à partir de ce mois-ci et surtout à partir de l'été, donc juin, juillet, août. Et pour des livraisons qui commencent en juin, mais qui sont surtout juillet, août et bien sûr septembre. Et en fait, là, tu fais monter ton stock au fur et à mesure parce que tu sais que la demande va être forte dès que la saison va ouvrir. Exactement. Donc, on a l'historique des ventes, on a les précommandes de saison, et pour Tunette et pour FOB. Voilà. Et là, on va remplir petit à petit toutes les références de chaque cartouche. Ça marche. Allez, on termine notre visite là avec le cœur du système de notre contrôle qualité de l'usine, avec le banc d'épreuves intégré qui est certifié et approuvé par le banc d'épreuves national. D'accord. Voilà, hop, donc on a Freddy qui tire tous les jours énormément de cartouches, donc il prend toutes les cartouches de réglage, c'est-à-dire que avant de régler une machine, on va faire quelques essais, on tire ces cartouches pour voir s'il y a la bonne vitesse pression par rapport au cahier des charges et par rapport aux normes CIP. Il va dire aux opérateurs, aux régleurs, attention, il y a trop de pression ou attention, il y a trop de vitesse ou pas assez. C'est là pour se caler par rapport au cahier des charges. Et ensuite, donc, il va tirer des cartouches donc, avant, juste au départ comme référence, régulièrement ensuite pendant la production, selon la taille de la série, et à la fin. Voilà. Et toutes ces données, on doit les garder pendant 10 ans. D'accord. Donc, voilà, donc là, par exemple, là, j'ai un échantillon qui arrive de la 2 que je vais contrôler. On l'a réglé il y a pas longtemps, là, quelques minutes. Donc là, c'est par pneumatique, en fait. Par pneumatique. Les opérateurs envoient les cartouches à tester. Exactement. Vous avez un nouveau message. You got mail. Voilà, machine 2. Donc là, on a les canons, donc, tous les canons qui permettent de tester selon les calibres, tout simplement. Exactement. Voilà, en l'occurrence, on a un calibre 12-70. Il y a du monde. Voilà, Allez, hop. une chose à la fois. Une chose à la fois. On va se couvrir les oreilles, si vous voulez bien. Alors voilà, donc on nous a envoyé la machine 2 qui vient d'être réglée. La production a démarré. Je contrôle, savoir si elle est conforme à ce qu'on désire. Voilà. Et donc là, à l'écran, on voit qu'on est toujours autour des 400 mètres secondes.
Une pression aux alentours des 700 bars, hein, c'est ça? Alors, comme on disait, c'est selon, on essaie de s'approcher de la demande du cahier des charges du client. Donc par rapport à ce cahier des charges, là en l'occurrence c'est une 28 grammes standard. J'espérais avoir minimum 390 mètres secondes pour, pour entrer dans la FIP avec un maximum de 740 bars. D'accord. Ici on est à 685 pour 397, c'est plutôt une bonne cartouche peut-être. Donc là, Yvan, tu vas nous confirmer, mais par exemple... Donc là, la première cartouche, tu as vu, c'était pas la même. Ça, c'est pour. Ouais. On l'enlève généralement. C'est pour chauffer le canon. Et ensuite, on va mettre les bonnes cartouches. Et par rapport aux pressions, donc quand on parle des 1350 bars, bah, c'est bien, c'est les mêmes. Les fusils éprouvés, c'est les mêmes bars, c'est la même échelle. Là, on est à 658 bars. Après, on monte à 900, 960 bars. C'est une des épreuves de certains des vieux fusils. Voilà. Et la plus grande épreuve, c'est 1300. Voilà, mais nous, on essaie toujours. On est largement en dessous, c'est ça que je veux dire. Voilà. Largement en dessous des pressions maximum tolérées par les fusils. Quoi. Largement, bien sûr. Voilà, nous, on ne peut pas se permettre, étant approuvé par le banc d'épreuves national, de faire aucune erreur là-dessus. Et donc, du coup, même si moi, je dis il faut pousser un peu, on dit directeur de production va me dire non, je ne veux pas que ce soit plus rapide parce qu'il faut vraiment s'assurer qu'on soit en dessous des pressions pour les cartouches standards. Hein. Si c'est de la haute pression ou des magnums, c'est différent. Voilà. Mais là, donc on a un poil trop rapide, même si beaucoup de clients nous demandent beaucoup des vitesses rapides, des 396. Après, il ne faut pas que la cartouche soit trop rapide non plus, parce que ça peut jouer sur la qualité de la gerbe. Les écarts types, c'est entre chaque test, c'est l'écart maximum ou la moyenne d'écart. Voilà, entre la plus forte, la plus faible. Il n'y a pas plus que 2,9. Là, oui. Là, en l'occurrence, sur ce tir-là, voilà. Une grosse régularité. Ça nous permet de voir si la cartouche est régulière. Ok, ça marche. Voilà, et merci beaucoup, Freddy. Je vous en prie, au plaisir. Yvan, je te remercie pour cette visite d'Anneyron. Voilà, de notre usine principale en France, pour la cartoucherie, hein, oui. Bien sûr. Donc c'est une usine qui est très dynamique, qui essaie de se plier à beaucoup de cahiers des charges différents par rapport à nos gammes Tunet, par rapport à nos gammes FOB, par rapport à toutes les exigences de nos clients, avec beaucoup d'armuriers qui nous demandent des spécifications vraiment propres. Voilà, donc on essaie de se plier au mieux à toutes ces exigences, et ce qui fait qu'on a quand même des quantités qui grossissent aussi bien pour la France que pour l'export. Ça marche. Voilà, merci beaucoup.